Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Zerius, un abonné fidèle à ma chaîne, m'a proposé de vous faire partager plusieurs faits mystérieux qui lui sont arrivés. Commençons par le mystère de l'OVNI numéro 104. Je témoigne ici de faits insolites et étranges, si mystérieux, si troublants et inusités, qu'ils vont provoquer votre intelligence à découvrir, comprendre et savoir la vie que cache l'univers. S'il convient d'abord de se présenter. Alors, je suis Zerius, artiste sculpteur gréco-romain. Première expo en 2002. Dessinateur, inventeur écofluide et sécurité des systèmes. L'horloge de ma vie indique 63 ans. Durant ce temps de vie, j'ai trouvé des trésors cachés en l'humain, mais j'ai aussi découvert d'autres choses. Ce soir, il est l'heure de partager avec vous ces autres choses, si uniques et si rares. Pour introduction, commençons par nous poser une question simple. Quelle est l'importance de la chance dans une vie? Chacun aura sa réponse, mais à ce sujet, mon père disait « Une puissante armée ne peut rien contre un ennemi qui a pour allié la chance. » Voilà qui sous-entend la chance inouïe qu'il faut pour avoir vu 3 fois dans une vie ce que l'on nomme scientifiquement phénomène OVNI. Il y a environ 20 ans, je circulais à bord du Chrysler de mon frère sur la Nationale 104, allant d'Audebasse en Ardèche vers un camping dans le Gard. C'était le plein d'été. Je rejoignais toute ma famille au camping de la Châtaigneraie. Mon cœur était en fête, l'esprit sifflotant à l'idée d'arriver bientôt, devant un barbecue apéro à Chambord-Rigolo. « Rendez-vous à Chambord-Rigolo » m'avait dit mon frère. À l'idée de nos soirées attablées de fou rire, je souris déjà de retrouver ce cercle familial, si chaleureux. Et demain, entre nos caravanes d'enfants rieurs, mon anniversaire s'éternisera en discussion animée de cloneries. Soudain, face à moi, à bonne distance sous l'horizon, je distingue un point couleur plomb à environ 5 km. Une boulette, juste au-dessus d'une tour de pierre. Bizarre, c'est quoi ce truc? Il s'agit certainement d'une parabole satellite plus grande que les autres, c'est tout. Je n'accorde pas plus d'importance à ce cercle. Pourtant, en roulant dans sa direction, peu à peu cela m'intrigue. Et finalement, je ne peux m'empêcher de me demander à quoi peut servir ce si grand bouclier gris posé là. La route tourne, monte, descend, et entre les arbres et les buissons, parmi les fenêtres couvre le feuillage, à chaque fois que l'église redevient visible. Le cercle gris-argent réapparaît clairement. Je constate que sa taille est sphérique et qu'elle avoisine un diamètre d'au moins 10 mètres. Donc, rien à voir avec une supposée parabole satellite. C'est autre chose. Mais quoi? Vue de loin, cette bille immobile semble en équilibre sur la pointe d'un crayon. Le crayon étant la tour carrée et pointue que forme le clocher de l'église. La bille étant la sphère brillante posée dessus. Cette anomalie provoque mon bon sens déductif. Que fait ce machin sur une église?
Ce n'est pas un endroit logique. Plus j'avance, plus cela devient une bille qui devient un galop, puis une balle de ping-pong, puis une boule de pétanque, jusqu'à devenir un ballon de foot métallique. Curieux, captivé, me voilà enfin réactif. J'accélère pour m'en approcher au mieux. À ce moment, je ne pensais pas encore à un ovni. Car ce que je voyais était bien réel, aussi distinct, solide et tangible que la citerne en inox du camion qui me précédait. Comprenez que ce globe était d'apparence ordinaire. Il n'avait ni lumière étrange, ni couleur anormale ou reflet fabuleux. Son extérieur n'avait rien de fantastique, de féerique ou de spectaculaire. Ce n'était qu'une simple boule d'acier d'un aspect des plus conventionnels. Après une série de virages, je suis à moins de 500 mètres du ballon mystérieux. À cette distance, malgré son diamètre imposant, aucune structure ni échafaudage, ni mât, ni tube de fer ou câblage ne relie ce gros volume rond au toit. Je réalise que ce prodige est en lévitation totale. L'objet stable se tient là, détaché de tout, à seulement 1 mètre au-dessus de la croix. Ceci indépendamment de son environnement et de façon complètement autonome. Réalisant cette aberration visuelle, je recule la tête en pensant « Mais c'est quoi ce truc ?» Nous voilà à moins de 300 mètres. 3 chansons sont passées à la radio depuis l'apparition de la grande coupole satellite. L'objet est toujours positionné au-dessus du clocher. Plus aucun doute, il s'agit d'une sphère à la teinte métallique proche d'un alliage aluminium-zinc. Un vulgaire métal comme on le voit sur les rails de sécurité d'autoroute. Comment ce machin peut-il tenir en l'air sans moteur, ni hélice, ni pied? Sans rien pour le suspendre, c'est totalement exclu, c'est absurde. En clair, mon cerveau ne comprend pas ce que mes yeux voient. Dans ma tête défilent depuis un moment déjà toutes les solutions possibles. Toutes les combinaisons inimaginables se présentent une à une. C'est un ballon dirigeable argenté, mais parfaitement vu de face. Non, puisque c'est bien rond. C'est peut-être une attraction publicitaire, comme le globe terrestre de New Delhi Planet. Dans le film Superman, où un planisphère pivote sur son axe au-dessus de l'immeuble des journalistes. Non, ici c'est un globe lisse, sans bandeau, sans aucun relief, ni dessin, ni mouvement. Peut-être est-ce un énorme ballon pour une coupe de football, une pub pour un match? Rien à voir, ce genre de pub n'aurait rien à faire perdu dans la campagne. Est-ce une citerne, un château d'eau? Pas en haut d'un clocher d'église, c'est idiot. De plus, c'est totalement impossible sans une solide structure pour soutenir son poids. La circulation ralentit, s'arrête, repart doucement, et avec la clim en panne, je rouspète d'impatience entre le chant des cigales. Depuis 10 ou 15 minutes, l'observation s'était poursuivie continuellement. Cette portion de temps écoulée nous rapproche la minute de vérité, car actuellement, la distance n'est plus qu'à environ 200 mètres. Je ralentis en cherchant la première voie d'accès qui me conduira rapidement vers ma cible. Concentré entre la route et la sphère, ma détermination grandit, car il est hors de question que je la perde des yeux plus de 3 secondes. Je veux découvrir, comprendre et savoir ce que peut être ce truc. Dès l'instant où je l'aperçois entre les toits, je scrute sa surface en cherchant l'élément qui élucidera ce mystère. Découvrir le petit détail qui trahira sa nature. Alors je cherche une antenne, un logo, un numéro, un hublot, un capot, quelque chose de familier, un boulonnage, un élément technique qui dévoilera enfin la signature d'une fabrication humaine. Sa forme ne correspondant pas à sa fonction, parce qu'une boule s'est faite pour rouler, pas pour tenir toute seule en l'air. Et puis, pour quelle raison se positionne-t-elle sur cette croix,
C'est absurde. L'objet est tranquillement là, sans se balancer, sans monter ni descendre, sans tourner sur lui-même. Il donne l'impression d'une grosse tête observant fixement l'horizon. Je vais bientôt l'atteindre, plus que 100 mètres dans ce petit village. Je m'interroge sans cesse, je veux impérativement voir ça de près. En moi-même, une voix exige impérativement une réponse à la question de départ. C'est quoi ce truc ? Alors je fonce, dernière ligne droite de 50 mètres. Dernière ruelle déserte écrasée de soleil, et enfin, au centre du village, la place de l'église est soudain. J'y suis, elle est là, clignotant, je m'arrête. En haut du pare-brise, l'objet se révèle énorme. Derrière mon volant, je m'exclame « Merde, mais c'est un ovni !» Indifférent à tous ceux pouvant le voir, il reste comme invisible de tous. L'envergure de ces 10 mètres est pile à l'aplomb du sommet. 10 mètres d'acier suspendu dans le vide, c'est complètement fou, déconcertant. Ces 10 mètres rutilants sont très précisément alignés sur son axe vertical, à 1 mètre au-dessus de la croix. Inactif, sa masse reste en substantation parfaite, aussi immobile que silencieuse. L'objet ne porte aucun emblème, n'affiche aucune signalétique, rien. Pas de plaque d'identification, pas de grille d'aération, aucun vis ni rivet, pas le moindre indice pouvant donner une information sur sa fabrication, ni sur la raison de sa présence dans le vide. J'aurais facilement pu l'atteindre d'un jet de pierre, et si j'avais pu monter sur le clocher, je n'aurais eu aucun mal à le toucher des 2 mains. Me garant à gauche de l'église, je sors la tête par la fenêtre pour mieux l'observer. Médusé, je reste à inspecter sa splendide surface, si pure. Oui, pur est le mot, car en plein soleil, son enveloppe est très nettement visible. Du fait de sa proximité, son aspect a changé. Son manteau galvanisé est désormais uniformément gris mat. Sa peau métallisée ressemble à une fine toison délicate. Sa nature anodisée semble soyeuse, satinée, comme de la soie duveteuse. Aucun cabossage ni bosselage, sa coque semble uniformément lustrée. Ce globe est habillé d'une enveloppe monochrome perlée, d'une perfection intégrale. Surface sans la moindre aspérité, ni trace, ni rayure, ni fiente d'oiseau, ni jointure, ni soudure, ni joint d'ouverture ou panneau d'assemblage. Rien. Absolument rien d'autre que l'aspect très spécifique de ce doux métal immaculé, subtilement teinté d'une note irisée nacrée. Cette énorme perle voyageuse est si propre, si nette, que sa conception dénote une incontestable valeur ultramoderne. Sa substance novatrice est inédite, elle respire le neuf. Comme un grand écran que l'on déballe de son carton. Une fois le frein à pied enfoncé, je sors, regard soudé à l'engin. Je descends du Chrysler au ralenti, téléphone en main. Puis mes yeux font le va-et-vient entre l'écran vide et la sphère. Le soleil reflète sur le plastique opaque. Aucun symbole n'apparaît, même à l'ombre dans ma chemise hawaïenne. Vite, prendre une photo, faire une vidéo, une image, n'importe quoi, vite. Je l'allume, l'éteins, le rallume, mais il reste mort. En même temps, je regarde rapidement autour de moi. Parking, route, fenêtre, personne. Comme si tout le village faisait la sieste. Pas une voiture, pas un chat, ni un chien. Le temps semble s'être arrêté. Je tape, retape sur le klaxon pour attirer l'attention. Mais les rues sont désertes. Pas âme qui vive. Seule la lourde canicule est là, accablante, brûlante. Pendant que ma main gauche essaie de réanimer le Motorola, mon poing droit boxe encore le volant qui klaxonne. Une vieille petite Citroën blanche passe au ralenti. Au volant, le retraité à casquette ne tourne pas la tête. Imperturbable, il s'éloigne. Indifférent à mon doigt levé et à mon cri « Regardez, regardez !»
Devant ce foutu écran qui reste obstinément vide, je me résigne à inspecter l'insolite surface sphérique, si harmonieuse. Les deux mains en pavillon à mes oreilles. Respiration bloquée. J'écoute attentivement. Pas un oiseau, ni une cigale n'interfère avec le tic, tic, tac, clignotant du diesel refroidissant. Pas le moindre bruit électrique, aucun ronflement sourd, aucun bourdonnement d'une quelconque source d'énergie, rien qu'un profond silence. Stressé, mes doigts s'énervent encore à appuyer fortement sur ce clavier obstinément mort. Mon regard persiste à aller et venir entre le téléphone et l'engin, entre l'engin et le téléphone. Pas le temps de relever la tête, l'appareil disparaît sous mon regard figé. C'est seulement là, à cet instant ahurissant, que j'ai eu peur. Peur parce qu'en cette seconde précise, j'ai réalisé que ce vaisseau n'était pas humain. Sans un bruit de mur du son, ni un souffle d'air, il a explosé vers le firmament. Il est parti d'une façon incroyablement rapide, plus rapide que le flash d'un appareil photo. Son décollage fut instantané, fulgurant au point d'en être quasiment invisible. Si je n'aurais pas été juste devant sa masse de 10 mètres, mais là-bas sur la nationale 104, je n'aurais certainement rien remarqué. Pour concevoir la vitesse atteinte, il faudrait que vous puissiez imaginer tenir en main un puissant fusil et tirer droit vers le ciel une balle traçante dans l'azur bleu. Le point de visée de votre regard ne pourra pas vraiment suivre le projectile, surtout si celui-ci dépasse 3 fois la vitesse d'une balle. Mais malgré tout, vous verriez quand même quelque chose d'infime. Un tel décollage ne peut être chronométré qu'en millième de seconde. C'est l'élément visuel le plus rapide que j'ai discerné de toute ma vie. Voilà ce que j'ai ressenti, ce que j'ai perçu. Voilà ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Après ça, plus rien dans l'espace, ni à l'horizon, plus rien nulle part. Les oiseaux se sont remis à voler, les cigales à chanter, et le Motorola s'est réveillé de son coma. Après coup, je ne comprends toujours pas pourquoi, arrivé au camping, je n'ai rien dit à ma famille, ni à ma mère, ni à mes frères, pourtant immuablement si proches de toute confidence. Ce n'est qu'une année plus tard que j'ai enfin parlé avec, comme aujourd'hui encore, cet inexplicable sentiment d'avoir fait un incroyable rêve fou. Il serait tellement plus rassurant de me mentir, de renier ce que j'ai vu, de me convaincre que ce n'était qu'une hallucination due à la canicule, un coup de chaleur, oui, mais non, car jamais je n'oublierai ce prodige. Alors oui, j'admets volontiers que sans photo, sans une preuve indiscutable, il est difficile, voire impossible de croire un tel cas d'observation. Et je vous donne raison. Cependant, si croire ne vaut rien et comprendre vaut tout, alors ici, il est inutile de croire, mais utile de comprendre une notion nouvelle. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Les faits se sont déroulés au-dessus de Port-la-Nouvelle dans l'Aude, au sommet d'un petit village pittoresque, nommé La Palme. J'ai accompagné mon fils adoptif chez un de ses copains pour récupérer un PC en panne. Je stationnais au volant du Range Rover devant la villa, en attendant mon fils. Cyril discutait dans le garage derrière moi à ma droite, avec son ami, lui restituant l'ordinateur en pièces détachées. Il faisait beau, le ciel était dégagé, car la tramontane soufflait en rafale. Face à moi, une rue descendante bordée sur ma droite d'une ligne de cyprès. Au bas de cette D175, j'ai remarqué une forme sombre à environ 100 mètres. Une sorte de cloche obscure, flottant à 5 mètres du sol et volant très doucement. J'ai d'abord souri,
pensant qu'il s'agissait d'une espèce de cerf-volant, un lampion entouré de tissu, un genre de lanterne chinoise ou de petite montgolfière, que des jeunes du village auraient fabriqué pour s'amuser, et que le vent capricieux avait emporté dans les airs. Il faut dire que la région est réputée pour être l'une des plus venteuses de France. C'est pourquoi on y organise des compétitions de chars à voile et que Total Energy y a construit un parc éolien. Ce jour-là, du fait d'être exposé en hauteur, le puissant vent soufflant nord-sud secouait latéralement le Range Rover. C'est alors qu'un fait m'intrigua. Ce fameux objet bronze foncé, que je croyais être un cerf-volant emporté par le vent, n'avait pas du tout un vol hiératique, mais inversement, il résistait parfaitement et fermement aux impétueuses bourrasques renouvelées. Les rafales le frappaient pourtant en plein travers gauche. À côté de lui, les cyprès s'agitaient, leurs têtes se courbaient d'avant en arrière, mais l'étrange demi-tonneau restait imperturbable. L'énergique courant d'air ne perturbait en rien la régularité littéraire de son vol. Restant impassiblement stable, il maintenait en permanence une allure ouest-est, avançant aussi lentement que régulièrement. Se dirigeant vers nous, j'ai remarqué par rapport aux arbres que sa vitesse était égale à celle d'un vieux jogger qui piétine en petite foulée. Il remonta ainsi toute la chaussée dite chemin de la Palme, tout en survolant la cime agitée des arbres, sans jamais en toucher un seul. Du fait de sa lenteur tranquille, j'ai le temps d'observer son aspect et sa technique de vol, et surtout d'admettre assez vite 3 caractéristiques flagrantes. La stabilité de son comportement très équilibré restait totalement invariable. Son orientation fixe et prédéterminée démontrait une maîtrise de vol ordonnée et calculée. Ce qui implique, à mon sens, une raison intentionnelle de se diriger avec précision et justesse, selon un pilotage maîtrisé. Derrière cette chose construite se cachait une pensée directrice qui manifestement correspondait à des décisions cohérentes, lucides et intelligentes. De fait, cette pseudo-cloche était incontestablement hors du commun, car son attitude et son fonctionnement ne correspondaient à rien d'antérieurement connu. Arrivé à 20 mètres de moi, sa partie centrale, légèrement évasée vers le bas, est devenue précisément visible. Même si cela ne fait pas très sérieux, il serait malgré tout assez juste et adéquat de comparer la portion de sa tête et sa forme globale au fameux robot R2-D2 de Star Wars, mais sans les bras, ni les pieds, à la différence aussi de l'aspect conique du tronc, le tout étant noirci comme si sa carrosserie avait entièrement brûlé dans un incendie. Son embase possédait un très large bourrelet comme une grosse bouée. Le dessous n'était pas complètement plat, mais légèrement bombé, ce qui lui donnait la forme générale d'un gland de chêne géant. Désormais, ce n'était plus du tout la cloche du départ. Il s'approcha jusqu'à venir à 5 mètres de moi. La partie haute de sa tête était arrondie en forme d'obus aplati. Son tronc presque cylindrique était marqué de fines rainures, formant des carrés, des rectangles et 2 lignes. Une haute au niveau de sa poitrine, une basse qui ceinturait son ventre. Le tout donnant l'impression de jointure mécanique, traduisant un possible assemblage. J'ai estimé sa hauteur totale à 1,50 m, sa largeur sur la partie haute à 0,70 cm, sa largeur sur la partie basse à 0,80 cm, à partir du niveau supérieur du bourrelet. Le renflement rond faisait environ 30 cm d'épaisseur sur son demi-diamètre. Certains pourraient s'étonner que je puisse fournir autant de précision, mais c'est simplement par déformation professionnelle. Depuis les modèles nus des beaux-arts, j'ai appris à observer les proportions justes, à relever les dimensions exactes des volumes, comme à enregistrer les particularités d'un visage ou les détails d'un objet.
Instinctivement, ces notions de base s'appliquent aussitôt que j'observe, car elles sont indispensables à la retranscription réaliste d'une œuvre, mais aussi, comme ici, fort utiles à établir de fidèles croquis relatifs aux observations. Revenons à notre R2D2. Selon le vieux principe action-réaction, j'ai utilisé mon téléphone. Hélas, c'était toujours le même Motorola que j'avais essayé d'utiliser devant l'église. Et comme la première fois, cette prétendue merveille de technologie resta en panne. Abandonnant toute tentative de le remettre en fonction, je suis sorti du 4x4. Le vent agressif et tourbillonnant produisant un bruit de fond constant qui m'empêcha de savoir si l'engin émettait un faible son. J'ai appelé mon fils. « Cyril, viens vite, viens voir ça, viens, regarde !» Les deux compères sortirent du garage et fixèrent l'objet que mon doigt indiquait. Muets, tous deux regardaient l'objet à 10 mètres d'eux. Celui-ci tourna sans s'incliner pour partir en angle droit sur sa gauche, faisant route face au vent debout, venu du nord. Ce qui n'aura encore strictement aucun impact sur sa vitesse, ni sur la stabilité constante de sa trajectoire. Placé où il était, les deux gamins le perdirent de vue, mais très curieux, ils partirent en courant à droite, derrière la maison, pour le suivre des yeux. Quant à moi, je me suis déplacé sur le côté gauche du bâtiment pour faire de même. Être sur cette colline présentait l'avantage d'une vue très étendue sur le vallon et sur presque toute la région. Augmentant légèrement sa vitesse de croisière, le dôme noirâtre s'engagea nord-est et fila vers le grand ruban de la Neuf. Ce vol rectiligne suivit le relief descendant en conservant la même altitude, soit moins de 10 mètres. Le gland de chêne noir survola tout droit la garrigue de pierre et d'herbes sèches, puis traversa les lignes de véhicules sur l'autoroute située approximativement à 1 kilomètre. Bien que lointain, il passa à 2 mètres au-dessus d'un camion, ce qui me permit de confirmer sa dimension avec la cabine du routier. Puis l'engin continua de s'éloigner tout droit, au-delà de l'autoroute, vers les collines en friche clairsemées de rochers blancs. Mon regard fixe ne put que suivre sa trajectoire impassible. Ce ne fut bientôt plus qu'un oiseau brun planant sur l'horizon, puis de plus en plus un insecte. Ensuite, ce point minuscule devint microscopique et finit par disparaître totalement au fond de l'horizon. Quand mon fils remonta dans le ranch, une fois assis, déconcerté, il resta sans mots. Le regardant, je lui demanda si nous avons bien vu la même bizarrerie. Son mignon visage acquiesça, puis me demanda « C'était quoi ?» Me voyant hésiter et réfléchir encore, il me dit « Papa, c'est ça un ovni, hein ?» Certains disent que la vérité sort de la bouche des enfants. Je ne pense pas que cela soit toujours vrai, mais en tout bon sens, il n'appartient qu'à vous de juger. La troisième observation sera une entrevue brève et furtive, mais rendra toute explication logique insensée. L'observation se fera un peu avant 14 heures, au beau soleil d'un jour d'hiver, environ 2 ans après R2D2. Le fait s'est produit en roulant avec le même Range Rover, soit juste avant de déposer Cyril à son collège La Nadière de Port-la-Nouvelle. Étant par nature très attentif au volant, j'essaie en permanence de remarquer les événements qui entrent dans mon champ de vision. En conséquence, c'est en venant du sud par l'avenue du Général de Gaulle qu'avant le rond-point qui précède l'école, j'ai aperçu du coin de l'œil une puissante source de lumière venant de ma gauche. Tournant la tête, fort surpris, je constate entre 2 maisons à environ 4 km, soit tout au bout de la plage naturiste des Montilles, une gigantesque boule d'un blanc vif. Son envergure avoisinant 300 mètres de diamètre, cette immense sphère était vêtue d'une blancheur très puissante, très pure, très intense, fait d'un blanc éclatant, mais aucunement éblouissant.
Elle glissait au niveau du sol, semblant rouler en déformant sa base sur le sable. Je me suis exclamé aussitôt « Cyril, regarde ça, c'est pas normal !» Il s'est penché d'un coup en avant et voyant l'objet par ma fenêtre, il a dit « Ah ouais, ça c'est pas normal !» J'ai accéléré au maximum pour déposer Cyril devant son école à 100 mètres. Et au plus vite, j'ai repris le rond-point pour foncer pied au plancher vers la très longue plage des Montilles. Le comportement de cette sphère était bizarrement souple. Comme l'enveloppe d'un ballon gonflé, son comportement me rappellera après coup cette similitude des grands ballons blancs de l'ancienne série TV, Le Prisonnier. Ballons d'environ 2 mètres de diamètre qui poursuivent le héros pour le capturer dans le générique d'introduction. Sauf qu'ici, la taille dépassait en hauteur, le décor des collines en arrière-plan. Sa dimension était comparable aux éoliennes du parc des Corbières maritimes. Dans le sens où la circonférence de cette boule blanche dépassait par 2 fois la hauteur d'une éolienne qui, selon les modèles, varie entre 120 et 160 mètres. Si vous avez déjà marché au pied d'une éolienne, cela vous donnera une idée de l'immense volume et diamètre de cet aéronef. Hélas, après une série d'immeubles, je l'ai perdu de vue. En entrant sur la plage déserte, je peux que constater son absence définitive. L'observation fut courte et inoubliable, mais confirme un concept philosophique. Ce que l'on ignore est plus grand que ce que l'on sait. Merci beaucoup Azerius pour ces 3 témoignages. Et merci encore d'avoir fait confiance à ma chaîne. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.